Bonjour à tous et merci de votre confiance. Accueil un peu spécial aujourd'hui sur le parking de notre studio puisque je reçois un invité à la personnalité hors du commun. À cause d'un coup du sort, Frédéric a bien cru tout perdre, mais la vie réserve toujours son lot de surprises à ceux qui se battent et qui s'adaptent pour survivre. C'est ce qu'a fait Frédéric lorsqu'il s'est réveillé un matin amputé de 4 membres. Il nous rejoint pour participer à notre émission. Il va descendre à l'instant de sa voiture qu'il conduit seul. Frédéric, je vous attends si vous voulez bien me rejoindre. J'arrive de suite, Sophie. C'est carrément impressionnant. Voilà. Et merci. Voilà. Merci de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Et j'imagine que le parcours a dû être long et difficile pour accéder à l'autonomie que vous nous démontrez aujourd'hui. Merci d'être là. Depuis quand êtes-vous privé de vos 2 jambes et de vos 2 bras? Depuis l'été 2012. C'est un accident qui m'est arrivé en juillet 2012 et j'ai été amputé fin août 2012. Vous êtes ici aujourd'hui car malgré ce que vous avez traversé, vous avez réussi à vous reconstruire, à bâtir de nouveaux projets. Et il y a un projet complètement fou, un défi complètement fou que vous vous êtes lancé dernièrement. Oui. Lequel? Bien, dernièrement, effectivement, je me suis lancé le projet de participer aux 24 heures du Mans en 2016 en tant que pilote et au sein d'une écurie avec des pilotes valides et dans les mêmes conditions que l'ensemble des pilotes valides. Alors, vous vous êtes lancé ce pari fou il y a 1 an. Depuis, vous vous entraînez sans relâche pour prouver que malgré les épreuves, l'homme n'a jamais fini de se dépasser. Reconstruction à 100 à l'heure. C'est le titre du reportage que la rédaction vous a consacré. Ça se passe sur le circuit de Magny-Cours. Regardez. C'est sur la route de Nevers, dans la Nièvre, que nous retrouvons Frédéric et Laurent, son meilleur ami. Juste à côté du circuit, il y a une auberge. Frédéric a rendez-vous avec son équipe sur le circuit de Magny-Cours pour une séance d'entraînement. Suite à mon accident, quand j'ai à peu près stabilisé mon état et que je me suis aperçu qu'il allait falloir composer avec cet état-là, j'ai eu envie de me fixer un défi un peu au-delà du réel. Au départ, tout le monde a eu un peu le même raisonnement, c'était de se dire que ça allait certainement m'occuper l'esprit. Je me suis dit, il est fou, il va jamais y arriver, ça va être compliqué, c'est juste impossible. Malgré son handicap, Frédéric a décidé de ne pas abdiquer. Il y a déjà aujourd'hui pas mal d'étapes qui ont été franchies, de portes qui ont été ouvertes, mais il reste encore pas mal de travail à faire. Et sans le soutien des autres, ce serait très très compliqué d'assumer tout ça tout seul. Si la course automobile a toujours été une passion, Frédéric n'avait jamais pris le volant d'un bolide avant de se lancer ce challenge. 1 an plus tard, il a réussi à fédérer toute une écurie autour de lui. On se concentre. Il a l'impression d'habiller son fils. Reconduire, ça me permet surtout de piloter, parce que je ne peux pas dire repiloter, j'ai jamais piloté. Donc de piloter, ça me permet d'oublier ce qui m'est arrivé, et puis de me prouver personnellement que ça a valu le coup que je me batte pour faire quelque chose que j'aurais certainement jamais pu faire en tant que valide. À chaque fois que je la vois, c'est vrai que c'est toujours le même plaisir de voir la voiture et de se dire que je vais monter dedans. Pour que Frédéric puisse piloter, il a fallu repenser l'ensemble de son équipement et surtout adapter le cockpit de sa voiture pour lui assurer une sécurité maximale. À la place d'un volant, j'ai ce montage-là dans lequel il y a une rotule et qui me permet de retrouver les sensations de pilotage à peu près normales. Il y a de l'aménagement spécifique lié à la sécurité puisqu'on doit pouvoir s'extraire tout seul d'une voiture. Donc j'ai un siège qui est monté sur des coussins à air qui se gonflent très rapidement et qui me monte à peu près à la hauteur du ponton ici. Et après, moi seul, je me libère et je me fais tomber par terre.
Moi, Frédéric, il est complètement épanoui et heureux. Hein. Quand je le vois à l'approche des périodes où il va rouler, s'entraîner, il est pleinement heureux, quoi. C'est vraiment quelque chose qui lui fait du bien. En moins d'1 an de pratique, Frédéric est parvenu à égaler les chronos des pilotes professionnels valides. Travailler avec un pilote comme Fred, c'est pas tellement différent d'un pilote normal. Après, il nous emmène une grosse motivation. Je pense que c'est juste une étape dans sa vie et il y aura Le Mans, mais il y aura l'après-Le Mans et l'après-Le Mans, il va falloir qu'on l'invente. Mais pour le moment, Frédéric reste les yeux rivés sur son objectif, car si tout se passe comme il le veut, il sera le premier pilote handicapé à participer aux 24 heures du Mans. J'ai beaucoup progressé depuis mes premiers essais avec la voiture au mois de mars. Et maintenant, la progression va être de plus en plus difficile. Alors, t'as les chronos ? Ouais, tiens. Mordu de sport automobile, il s'est déjà fixé un nouvel objectif. C'est de créer une école de pilotage pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir s'amuser sur circuit. Puis derrière tout ça, il y a aussi un message vis-à-vis des gens qui n'ont pas encore trouvé la force de se battre. Et justement, le temps que l'on mettra à réaliser et l'énergie qu'on mettra à réaliser ce défi, ça permettra d'oublier notre condition et ça, c'est extrêmement important. Impressionnant, Frédéric. J'imagine que bien sûr, vous êtes à l'origine de la plupart des inventions qu'il y a dans les voitures. Une grande partie, effectivement, une grande partie des équipements qui sont en place sur le véhicule, j'y avais pensé très tôt. Parce qu'il n'existait pas d'équipement de ce type permettant de piloter en tout cas. Et il existe beaucoup d'équipements permettant de conduire, mais de piloter, non. Alors, comment on va remonter évidemment à ce qui vous est arrivé. Comment vous décririez la vie que vous meniez avant 2012 ? Une vie hyper active entre l'entreprise que j'ai avec mon épouse, qui nous prenait énormément de temps. Et dans quel domaine ? Dans le textile, dans les vêtements. On a des magasins et on distribue plusieurs enseignes de textile. Et donc c'est une petite entreprise familiale, mais justement ça prenait énormément de temps. Et puis un petit peu de sport, s'occuper de mes enfants, mais j'avais pas beaucoup de temps. Combien d'enfants ? Deux filles. Deux filles. Ouais. Et puis votre cauchemar a commencé pendant vos vacances en famille. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. Je pars dans les Landes en famille avec mon épouse et une de mes filles, la plus jeune. Et je suis fatigué au bout d'une première semaine, très fatigué, et puis de la fièvre. J'avais eu une légère éraflure sur un doigt, mais quelque chose de très bénin. Et là, mon état s'empire très très vite en l'espace de 24 heures. Et là, la fièvre augmente énormément. J'ai très mal dans le dos et je fais des malaises. Et puis, je serais tenté de dire là, à ce moment-là, pour moi, le rideau se ferme parce que je suis plongé dans le coma. Ah oui. Et puis, un mois après, je me réveille dans un environnement qui m'est totalement inconnu. Un mois après ? Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé, en fait ? Eh bien, Alors, un mois après, vous vous réveillez dans un environnement inconnu. Dans quel état ? Je m'aperçois que je suis dans un milieu hospitalier parce que je suis entouré de machines, je suis entouré d'écrans et j'ai 4 médecins à mon chevet qui m'expliquent que j'ai vécu quelque chose de très grave et que j'ai une nouvelle condition physique qu'il va falloir m'expliquer. Et donc, ils m'expliquent que j'ai été amputé des bras et des jambes. Et là, il se passe quoi dans la tête ? C'est un choc extrêmement brutal, même si je suis sous très forte dose de morphine. Donc, immédiatement, je regarde mon épouse. Je suis au service des grands brûlés donc, de l'hôpital de Tours. Donc, c'est une chambre stérile. Donc, la seule personne qui a le droit de venir me voir, c'est mon épouse et c'est 20 minutes par jour. Et elle a une charlotte, elle a une blouse, elle a tout ça. Et donc, très vite, je vois dans son regard que ce qu'on vient de m'annoncer, c'est la vérité. Donc, alors, qu'est-ce qui s'était passé ?
Eh ben, c'est un énorme choc, mais je me dis que je ne peux pas la laisser tomber mes 2 filles. J'en ai une Tout de suite, très vite. vous vous êtes dit ça. Vous n'êtes pas passé par une phase où vous vous êtes dit je ne pourrais pas continuer à vivre comme ça. Non, je pense que c'est le lendemain que je me suis dit ça. Le jour même, j'étais encore extrêmement, entre guillemets, drogué, donc je ne me rendais pas extrêmement compte. Le lendemain, la deuxième fois que ma femme est venue me voir, enfin, elle est venue évidemment pendant toute la période de coma, elle était présente, mais la deuxième fois que je la revois, moi, suite à cet accident, je lui demande une photo d'elle et de mes filles pour avoir quelque chose à fixer, puisque je ne peux pas bouger quand on reste plus d'un mois dans... Puis j'ai des plaies énormes et tout, j'ai perdu à peu près 50% de ma masse totale. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un streptocoque qui est rentré en moi et à l'occasion de cette légère égratignure. C'est ce que finalement les experts ont trouvé comme seule et unique porte d'entrée. Et donc, ce qu'on appelle un streptocoque doré. Voilà, c'est l'équivalent de ça, sauf que dans très peu de cas, il dégage une toxine qui est mortelle à 85%. Et donc qui a comme macabre propriété, c'est de nécroser l'ensemble des tissus, en commençant par les extrémités et en se rapprochant du cœur. Et donc, à quelle vitesse? Moi, c'était 12 cm de l'heure. Donc ils ont très vite dû prendre la décision de l'extraire de votre corps. Voilà, donc le foyer infectieux était placé ici. Donc ici, j'ai une cicatrice. Le chirurgien, après, lorsqu'on avait des moments où on rigolait un petit peu, m'expliquait qu'il pouvait rentrer le poing à l'intérieur. Donc ça a attaqué là. Et après, ils ont... très vite, dès que je suis arrivé à l'hôpital de Bayonne, le médecin qui m'a pris en charge a compris le processus et a mis en place les antibiotiques qu'il fallait. Encore eux qui l'aient compris, parce que sinon vous ne seriez plus là. Ouais, je pense que beaucoup de spécialistes de la médecine m'ont dit que c'était grâce à lui si j'étais encore vivant, parce que lui avait probablement déjà eu ce cas. Psychologiquement, donc vous dites que le deuxième jour, en présence de votre femme, vous avez eu des idées noires ce jour-là? Ça m'a traversé l'esprit jusqu'à se dire comment on peut vivre comme ça. Surtout que je ne me vois pas, donc je ne sais pas où je suis coupé. On m'a simplement dit que j'étais amputé des bras et des jambes, mais je ne sais pas où, puisque je ne peux pas bouger. Donc, vous ressentiez des choses quand même? Non, que de la douleur, parce que c'est des douleurs. D'horribles douleurs. Ouais. Mais ressentir, non. Vous savez, aujourd'hui, je ressens encore mes doigts. Oui, c'est pour ça que je vous pose cette question. À ce moment-là, j'avais tellement... Comment ça, vous ressentez encore vos doigts? Ouais, je suis capable de faire... vous venez d'ouvrir votre main doigt après doigt. Moi, je suis capable de visualiser, d'ouvrir mon pouce, mon index. Mais vous le ressentez physiquement? Il y a des nerfs physiquement qui travaillent? Je le ressens. Si je contracte, j'ai une main artificielle, bionique, que je peux ouvrir en contractant les bons muscles. Il a fallu apprendre. Et il faut contracter les bons muscles. C'était important de vous présenter aujourd'hui devant nous sur ce plateau, justement. Ouais, c'est un gros défi. C'est un gros défi parce que peu de gens dans mon entourage, enfin hormis mes proches, peu de gens m'ont encore vu parce que malheureusement quand on se retrouve dans cet état-là, on a un peu un sentiment de honte, même si on n'y est pour rien, mais on a honte. Et puis le regard des autres blesse parfois, même souvent. Et je pense qu'en France, on a encore beaucoup de travail à faire. Par rapport à ça, sur le handicap. Donc vous êtes là aujourd'hui pour toutes ces raisons. Ouais. Donc vous avancez aujourd'hui par défi, si je comprends bien. Il vous faut des défis pour... Vous savez, quand on arrive à avoir... lorsqu'on est dans cet état-là, il faut absolument avoir des défis. Quel que soit, je pense, le problème, il faut avoir des défis, parce que sans défi, la vie, elle n'a aucune valeur. Et si on se raccroche à un défi, alors c'est à double tranchant parce qu'une fois qu'on a réalisé le défi, il faut en avoir un autre. Donc il faut toujours avoir un coup d'avance, mais il faut vivre avec des défis. Sinon, s'imaginer la vie telle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas de défi,
Bah, j'imagine que Je l'imagine pas. Mais vous l'appréciez, votre vie Différemment. Je fais différemment. aujourd'hui, voilà, je fais quelque chose aujourd'hui que je n'aurais jamais pu faire probablement en étant valide. Quoi? Très sincèrement, valide, je serais allé voir la direction des 24 heures du Mans en leur disant j'ai envie de faire les 24 heures du Mans. Ils m'auraient dit vous n'êtes pas le seul. Mais ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, tel que vous êtes, vous allez vous fixer des défis qui sortent tout le temps de l'ordinaire? Celui-ci en est un. Après, peut-être des défis différents et plus au travers un message social et voilà, de donner aussi l'espoir à des gens. Moi, j'ai vu trop de gens qui avaient envie d'en finir. J'ai passé 1 an en milieu hospitalier et voilà. Donc finalement, ça a du sens ce qui vous est arrivé et vous allez en donner. En tout cas, il faut que je donne un sens à ce qui m'est arrivé. Bon, eh bien Yvonne, c'est impressionnant ce témoignage évidemment. C'est impressionnant parce que vous résumez parfaitement toutes les phases par lesquelles on peut passer quand on est terriblement résilient comme vous. Sauf qu'il les a traversées très vite. Très vite. Très vite. 3 ans à peine, quoi. C'est tout à fait récent. Et juste un petit mot par rapport au fait que vous disiez que vous ressentez vos doigts, donc je vais quand même rien inventer, c'est ce qu'on appelle les membres fantômes. Ouais. On ressent effectivement les sensations comme si vous aviez vos jambes et vos mains et vous aviez ce schéma mental de votre corps qui est encore présent. Néanmoins, ces défis sont essentiels pour se sortir de ce traumatisme et de cette épreuve. Pourquoi? Et des défis les plus fous, il faut rêver. Il faut avoir une volonté de faire, mais il faut rêver, mais rêver d'une manière folle. Et dans ces rêves les plus fous, vous trouvez un objectif. Mais aussi, il faut trouver un entourage, parce que sans entourage, vous ne pouvez pas réaliser. Ça, c'est primordial. C'est primordial. Et ensuite, c'est vraiment toutes les phrases que décrit Boris Cyrulnik pour se sortir de cette souffrance et de ces épreuves, et pour rebondir, c'est que vous vous refusez d'être condamné par rapport à votre handicap. Il n'est pas question de plainte, il n'est pas question de victimisation, parce que être victime, c'est être complètement soumis à son symptôme. Donc vous allez toujours de l'avant. Et en plus, le partage. C'est-à-dire, non seulement vous faites des actions pour vous en sortir, mais vous voulez que ces actions servent d'exemplarité pour le partager sur un point de vue social. Et c'est vraiment toutes les phases de la résilience et des personnes qui sont terriblement qui sont des exemples vivants pour nous et qui nous donnent des leçons de vie exceptionnelles. J'imagine que le regard de votre femme sur vous, un regard d'amour, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Un regard croisé. Ouais, Moi aussi, j'ai un regard d'amour sur elle. J'imagine que son regard d'amour sur vous vous a permis aussi de vous accepter d'être là aujourd'hui, devant nous. Clairement, aujourd'hui, de toute façon, sans elle, je ne serais pas là. Ouais, c'est ça. Et je ne serais pas là, mais du tout. C'est ni ici, ni ailleurs. Voilà, donc ça a été extrêmement important qu'elle soit présente comme elle l'a été. Et elle a toujours été là. Catherine, ça vous fait sourire? Non, dès qu'il y a de l'amour, j'ai l'impression que ça règle tout. Ça règle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, ça règle l'essentiel. Merci d'être avec nous, Catherine. Vous pouvez applaudir. Vous êtes une très célèbre entrepreneuse, fondatrice d'une grande marque de vêtements pour enfants. Pourquoi avez-vous accepté de venir témoigner sur notre thème aujourd'hui? Parce que comme ce monsieur, j'ai l'impression que les expériences que nous vivons, je vois le relais qu'elles ont sur mes petits-enfants. Je me suis dit, mes petits-enfants, il y en a 9, des amis, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, toutes les expériences que je viens de vivre, il y en a 3 différentes, j'ai besoin de les relayer. C'était un besoin naturel de les relayer. Alors, on va voir 3 expériences différentes, douloureuses, difficiles, et vous avez su rebondir à chaque fois. Comment avez-vous eu l'idée de lancer la première marque de luxe pour enfants? C'était en 76, le 18 octobre 76, à Martha's Vineyard, qui est une île en face de Boston, où les Kennedy et tous les présidents ont des maisons, mais aussi tous les gens très fortunés de Boston. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Et je faisais là-bas. Alors moi, j'étais hippie là-bas. J'étais à l'inverse d'eux. Je me suis retrouvée hippie à Cadaqués, dans un endroit très chic aussi, puis à Martha's Vineyard, en suivant des hippies. J'avais déjà eu une vie avant, que j'avais arrêtée, et je suivais des hippies, et je me suis retrouvée là. Et mes voisins, c'était Jacqueline Kennedy et ses 2 enfants. Et vos voisins sur la plage? Sur la plage, enfin dans la maison d'à côté. Ouais. Et quand j'ai vu les 2 enfants, c'était la première fois que je les voyais depuis 1 an, j'ai visualisé l'enterrement du 25 novembre 66 de John Kennedy et du petit garçon avec son manteau bleu ciel.
Mais c'était après la mort du président? Ah oui, parce qu'il a 15 ans, là. Là, il a D'accord. 15 ans. On est en 76. Il y a 15 ans. Donc, il a 15 ans. John, ou il a 13 ans. Enfin, il est grand, il a 50 ans. Et moi, je vois la photo de l'enterrement. Je vois le petit garçon au garde à vous avec son petit manteau bleu ciel. Et je me dis, d'où vient ce manteau? Et je me réponds, ma vieille, tu sais pas d'où vient ce manteau parce qu'il n'y a pas de marque de luxe pour enfants. Ouais. Et il y a des marques de luxe pour tout, les bijoux, les voitures, etc. Et rien pour ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire nos enfants. Et comme Frédéric qui a subitement envie d'être pilote de course sans jambes et sans bras, moi je dis je vais créer cette première marque mondiale de luxe pour enfants. Voilà. Et ce projet a tout de suite rencontré le succès? Alors ce projet, là on est en novembre, il faut savoir que c'était rapide puisque au salon du 4 février de l'année d'après, j'étais déjà au salon de la mode enfantine. Voilà. Ça a été très rapide. Et le succès très vite. Et le succès très vite parce que j'avais des méthodes de marketing et de présentation qui étaient nouvelles, que j'inventais. Je sais pas, j'étais bénie. Je venais de passer des années très très dures avec mon mari d'abord, mon premier mari, bien que j'ai eu 3 enfants merveilleux. Mais ces années étaient assez violentes parce que j'avais une usine, 150 personnes, pas de machine à laver, pas de couches pour les enfants quand ils étaient petits. Donc j'avais l'impression que je trimais depuis que j'avais 16 ans. Et là, subitement, de monter cette entreprise avec des belles choses, j'ai été au bon endroit, j'avais des ailes. Et puis surtout, j'avais rencontré en même temps un grand amour. Voilà. Un grand amour. Le nouveau grand amour. Votre deuxième époux, avec lequel vous avez vécu 21 ans de bonheur. 21 ans de bonheur et 2 ans de... Jusqu'à ce qu'il vous quitte en 1999. Ouais. Quel souvenir gardez-vous de cette période difficile? Ah, c'est pas difficile, là, c'est insurmontable. Mais je suis désolée de comparer à Frédéric, mais tous les malheurs, quels qu'ils soient, on a l'impression qu'on est seul au monde. Et moi, pendant 21 ans, 23 ans, j'ai cet homme dans ma vie, à mes côtés, et puis à un moment donné, il n'est plus là. Alors, avec le recul, je pourrais dire que la seule chose banale qui m'est arrivée dans ma vie, c'est de me faire plaquer à 50 ans par un mari de 40. Voilà. Voilà. Mais donc, vous l'avez vécu très très mal. Alors, il y a à la fois une blessure d'orgueil, évidemment, être plaqué. Bien sûr. Et alors, puis... ça, en 1, je pense qu'il y a... Non, enfin, je ne sais pas si c'est en 1. J'ai l'impression que tout ça, c'est ex aequo. C'est le chagrin, puisque je vais pleurer. Donc là, vous pensez au pire? Pire. C'est pas tellement là que j'ai voulu mourir, mais je me suis laissée me détruire petit à petit. J'ai perdu 18 kilos. Enfin, c'était très violent. Et en même temps, j'avais cette entreprise à gérer. J'avais des centaines de personnes qui dépendaient de moi. Donc combien? On n'a jamais arrivé parce qu'il y avait 127 boutiques en Corée, 105 en Japon, il y en avait partout dans le monde. Donc il y avait des licences aussi, des contrats de licence de peluche, de puriculture. Donc il y avait plusieurs milliers de personnes. Alors, qu'est-ce qui est venu s'ajouter à votre malheur quelques mois après cette séparation? Alors, évidemment, comme je fais tout dans l'excès, donc c'était un homme extrêmement beau, un malheur extrême, un bonheur extrême. Et là, j'ai un cancer de la peau. C'est-à-dire que je somatise tellement cet homme que j'ai dans la peau que j'ai un cancer de la peau. Et puis 15 jours après l'opération, on me dit que c'est la lymphe qui est atteinte. Alors je dis bon, puis après... Donc ça, c'est très grave. C'est grave. On me donne 3 mois. Ah oui, carrément. On me donne 3 mois pour vivre. Et c'est pas grave parce que je viens d'acheter une maison dans un village où il n'y a que 2 habitants. Je me dis, je vais déranger personne. À quel endroit? À Aubrac. Je vais gêner personne. Je serai tranquille, peinard. Pour y terminer votre vie, c'était ce que vous aviez en tête. Elle allait se terminer dans 3 mois. Hein, donc c'était... Tout le monde l'a su autour de vous? Oui, vous n'aviez que 3 mois à vivre? Vos petits-enfants aussi? Tout le monde le savait, oui. Bon. C'était 3 mois. Vous savez, les médecins sont pas très élégants. Ils vous disent 3 mois, mais... Alors voilà la maison que vous achetez, c'est pas une petite maison. Non, c'est un hôtel abandonné. Donc ça, c'était un hôtel de 48 chambres qui était abandonné et à vendre depuis 20 ans. Et pourquoi vous l'avez acheté? Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai été en hôpital psychiatrique pour pleurer dignement, enfin en tout cas pas devant mes enfants, devant des gens qui comprenaient, des infirmiers. Et puis j'avais soudoyé le concierge de la clinique. Et quelqu'un m'amenait mon courrier toutes les nuits et je donnais les dessins que j'avais faits parce que j'étais la seule styliste de cette entreprise. Et puis un jour, on me met un magnum de Château Margaux et un téléphone. C'est ma fille qui met ça, la petite Margot, qui a beaucoup d'humour alors qu'elle a 15 ans. Elle me dit, les 2 sont interdits. Alors on s'est tous saoulés, on était à l'étage fermé, on était 6 chambres. On a bu tout ce magnum avec nos médicaments, nos perfusions, etc. Et le lendemain, le téléphone sonne.
Et c'est Adrienne, qui habitait, une des 2 femmes d'Aubrac, qui me dit « Où est-ce que vous êtes ?» Parce que j'allais là-bas depuis 20 ans. Ouais. Ah, c'est ça, vous connaissez Oui, j'allais depuis 20 ans. Oui. Je voulais que mes enfants qui vivaient dans des beaux châteaux et restent dans une réalité, dans la terre. Et c'est là qu'on allait 5 fois par an. Et là, elle me dit « Arrêtez de chialer pour un homme, il n'y en a pas un qui en vaut la peine. Alors, je me suis évadée de la clinique dans l'après-midi. Je suis allée retrouver mes 2 enfants dans mon appartement de Paris. Et je leur ai dit « On va, si vous voulez, on va en Aubrac. » Et ils m'ont dit « D'accord, on y va. » Et ils m'ont accompagnée et je ne suis jamais rentrée. C'est vrai. Je ne suis jamais rentrée. Donc, Alors, vous avez acheté Margot, cette maison cette maison totalement en ruine. Ouais. Bon, une réaction d'Yvonne avant que vous nous racontiez les Très intéressant pour Catherine. Vous verrez qu'il y a des rebondissements. Hein. Alors, Catherine, c'est effectivement très intéressant. Vous êtes bien sûr une femme de tête, pleine de défis, très courageuse. Mais je pense que vous êtes résiliente depuis très longtemps. Parce que derrière cette femme dynamique, pleine de courage, on sent quand même une fracture intéressante. Une fracture qui date de l'enfance. Et j'ai envie de rebondir sur votre désir de faire des vêtements pour enfants. C'est très intéressant quand vous avez dit que vous avez eu l'idée de ce petit garçon, de ce fils de Kennedy avec son manteau à la mort du père. Comme si quelque chose était resté figé à ce moment-là et vous vouliez ce vêtement. C'était le départ du père. Pardon, excusez-moi. Juste, on va la laisser réagir là-dessus. Oui, j'ai été... Fracture d'enfant. Oui, enfant, vous regardiez toujours les maisons des autres, je crois. Alors, enfant, alors ça c'est après, mais la fracture dont parle madame, c'est... mes parents sont partis en vacances, quand j'avais l'été de mes 7 ans. Ouais. Ils sont partis avec ma sœur aînée, mon frère aîné et mon autre frère, qui avait 3 ans de plus, et m'ont abandonnée. Et je me verrai toute ma vie encore, tous les jours, je me vois sur ce trottoir, abandonnée à la vieille domestique, à ma marraine, et je suis inconsolable. Je suis inconsolable. Donc fracture. Fracture, et c'est pas pour rien que vous avez créé cette gamme pour enfants, parce que ce petit enfant de John Kennedy, eh bien, il était en deuil lui aussi. Son père l'avait quitté. Donc... Mon père, quand il se rend compte qu'il m'a abandonnée, ils se rendent compte, mes parents, quand ils reviennent, je leur dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Pourquoi vous ne m'avez pas emmenée? Et mon père, pour réparer, me dit, oui, mais tu vas voir, on va te gâter maintenant, tu vas avoir une couturière et on va t'habiller, etc. Et papa, en croyant réparer, m'a fait m'habiller, petite fille, j'ai eu 2 couturières de cet âge-là, avant, sans doute aussi, il y en avait déjà une, mais c'était pas... Mais là, il a insisté sur ça, on va te gâter, tu vas voir. Et moi, c'était pas du tout ça que je voulais. Enfin, je voulais m'habiller avec des vêtements qui vendaient. Donc vous voyez que chaque déception, chaque abandon réactive cette première blessure, et vous vous effondrez, et la psychosomatique prend le relais. Ouais. On va faire la connaissance de Zora à présent. Bonjour Zora, merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Votre témoignage fera certainement écho chez beaucoup de femmes. À quel moment de votre vie avez-vous tout perdu pour la première fois? 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans? À 16 ans, mes parents, évidemment, j'étais une adolescente assez rebelle. Et puis, Vous viviez où? Je vivais à La Courneuve. Je suis née à Paris et donc on avait une maison à La Courneuve. Enfin, on habitait à La Courneuve. Et puis, en grandissant, j'ai eu une adolescence assez rebelle parce que l'éducation, on a un père assez strict, pas de liberté. Donc, quand on est ado, on a envie de sortir, c'était interdit. Et puis... en me disputant avec ma mère, j'ai fait un trou dans la porte en carton de l'immeuble pour sortir. Et puis, quand mon père est rentré, il a vu le trou, ma mère lui a raconté. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais pas 16 ans, j'avais 14 ans, j'allais vers mes 15 ans. Voilà. Et donc, il a décidé quoi? Il a décidé que je devais partir, qu'il devait m'emmener au pays, me ramener au pays, me marier. Puis à l'époque, c'était assez monnaie courante. Dans ces années-là, les filles disparaissaient assez souvent quand on se rebellait. Et puis voilà, donc j'ai entendu ça, moi, et j'ai décidé de fuguer. De fuguer? Oui, de fuguer. Ça a marché? Ça a marché 2 jours. Je suis tombée dans les pattes d'un proxénète. J'ai failli partir à la traite des Blanches. Oula. Donc finalement, vous êtes retournée chez vos parents. Retour à la case départ. Avec lesquels vous avez vécu 2 années difficiles. Très difficiles. Rythmées par les cris, les fugues. Jusqu'à votre dernière fuite au printemps 78. Oui, 16 ans, il me récupère encore une fois et
Et je me lève le matin et j'ai plus de vêtements, je suis en pyjama, je ne peux pas sortir et je ne me rends pas trop compte. On me prévient, on me dit que voilà, tes parents risquent de t'envoyer en Algérie, mais j'y crois pas trop. Je me dis, ma mère ne va pas m'abandonner, elle ne va pas me faire ça, donc j'y crois pas. Et en fin de compte, c'est le cas, puisque le lendemain matin, on me réveille à 8 h. Bon, il y a 2 hommes costumés, j'ai jamais compris le fin mot de l'histoire. Il y a 2 hommes costumés à la maison, ils me disent, on doit t'emmener voir la juge pour enfants. Parce qu'évidemment, comme j'ai des difficultés, je vois une juge. Et je ne me rends pas compte que ma mère avait déjà chargé ma valise dans la voiture de ces bons hommes. Et puis on part avec ma mère. Et moi, je suis à l'arrière. Sauf qu'au lieu d'aller direction Bobigny, on va direction aéroport. Quand je m'en rends compte, j'hurle dans la voiture, mais c'est trop tard. Voilà. Les hommes, alors je dis les policiers parce que je ne sais pas, j'ai jamais compris qui étaient ces hommes, mais je pense que c'était ça. Me rassure donc à l'aéroport, mais non, tu vas rester juste 15 jours au cas où, on te donne un numéro de téléphone, tu nous appelles. Votre mère est partie avec vous? Elle est venue avec moi, effectivement, pour me rassurer, pour m'emmener, donc elle m'a accompagnée. Sauf qu'entre-temps, moi, j'avais pas de passeport, j'étais sur le passeport de ma mère. Voilà, j'étais encore mineure, donc pas de papier. Et au bout d'une semaine, le matin, je la vois prête en tenue de voyage, son sac à main. Et quand je lui ai dit, tu vas où? Elle m'a dit, il faut que je rentre, tes frères et sœurs sont petits, il faut que je m'en occupe. Mais toi, tu rentres la semaine prochaine. J'y ai pas cru, mais pareil, j'ai fait une crise. Et voilà. Et les 15 jours, ça s'est terminé en 20 ans. Donc une année à Alger. Et le reste du temps en Kabylie. Après, ils m'ont rapatrié en Kabylie. Donc 20 ans, mariée? Non, 16 ans de mariage. J'ai fait de la résistance au village pendant 4 ans. Vous aviez 20 ans lorsque la question du mariage s'est posée. J'ai été mariée à 20 ans. Voilà. Vous nous raconterez la suite de votre histoire tout à l'heure. Pour l'instant, on se quitte quelques minutes. Et puis juste après cette courte pause, nous redécouvrirons l'histoire de Frédéric qui nous racontera son combat pour accepter son nouveau corps. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez réagir au récit de nos invités sur Facebook et Twitter avec le hashtag Toute une histoire. À tout de suite. J'en voulais à la société. Et là, je leur ai montré ce que c'était un vrai mauvais garçon. Ils ont eu un passé chaotique. Un jour, on a été accosté par un garde du corps. 2-3 jours après, on a été présenté à un des parrains de la Côte d'Azur. Et là, ils nous ont appris le maniement d'armes. Cette autre femme est partie. Et je me suis retrouvé seul avec mon alcool. À quel âge? Qu'à 38 ans. Alcool, violence, banditisme, ils le disent eux-mêmes, ils ont été infréquentables. Il a sorti une arme pour me tirer dessus. Mais comme j'ai appris le métier des armes, j'étais plus rapide que lui et puis c'est lui qui est mort. Ma dernière cuite, en fait, a duré 3 semaines. Je me levais, je buvais, je vomissais, je dormais, je me relevais, je rebuvais, je vomissais, je dormais. Jusqu'au jour où ils ont décidé de rentrer dans le droit chemin. À un moment donné, on se rend compte quand même qu'on va trop loin. Et là, on se dit, il faut faire quelque chose. Oui. Quand je me suis retrouvé à l'isolement, j'ai rencontré des grands noms du milieu, mais qui étaient dedans pour 20 ans, 30 ans. Et je les ai vus, des épaves. J'ai dit, mais attends, je vais devenir comme ça, moi, si je prends 20 ans. C'est pas pour moi. Puis j'ai tout arrêté. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous vous apprêtez à vivre un moment clé de votre vie et vous avez besoin de conseils pour mieux vivre cette étape. Vous avez la sensation d'être dans une impasse et vous voudriez consulter nos experts pour pouvoir régler vos problèmes et avancer dans votre vie. Votre couple est en danger et vous ne savez plus quoi faire pour débloquer la situation. Vous êtes en froid avec l'un de vos proches et vous aimeriez lui lancer un appel depuis notre plateau afin de vous réconcilier. Vous venez de découvrir un secret de famille et vous ne savez pas comment réagir. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou sur les réseaux sociaux. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités nous racontent comment ils ont retrouvé le goût de vivre alors qu'ils étaient plongés dans un profond désespoir. On va avancer
avec notre deuxième partie que nous avons intitulée Refaire surface. Et on va retrouver Frédéric. Vous aviez 42 ans, Frédéric, lorsque vous avez été amputé des 4 membres. Et depuis, eh bien, vous vivez dans cet état en vous fixant des défis incroyables. Le dernier en date, c'est celui de participer aux 24 heures du Mans. Vous en êtes où aujourd'hui dans vos préparatifs? Alors aujourd'hui, je fais une saison d'un championnat qui s'appelle le championnat V2V, qui est un championnat européen, avec 7 courses qui se courent en France, en Espagne, au Portugal et en Italie. Alors je précise que vous n'aviez jamais conduit de votre vie. Enfin, piloter des voitures de course, non. Jamais. Ça faisait partie de vos rêves avant? Ouais. Oui, rêve de gamin, mais mon activité professionnelle ne me laissait absolument aucun temps de loisir. Donc je rêvais en regardant les Grands Prix, en regardant les 24 heures du Mans. Voilà, alors, vous en êtes où aujourd'hui de votre activité professionnelle, justement? Vous avez pu continuer à diriger votre entreprise? Alors, bien évidemment, je ne peux plus faire tout ce que je faisais auparavant, mais je continue à accompagner mon épouse dans la gestion de l'entreprise. J'ai repris évidemment tout ce qui est gestion, tout ce qui est possible de faire, je serais tenté de dire, intellectuellement. Vous avez trouvé un système pour continuer à utiliser un ordinateur, j'imagine? Ah oui, ça, j'ai travaillé avec une tablette dès l'hôpital déjà. Voilà. Ça m'étonne pas de vous. Avec des pansements, mais ça marchait quand même. Donc voilà, les écrans tactiles, ça fonctionnait. Et c'est ce qui m'a permis justement de concevoir ce projet aussi, de l'écrire, de l'articuler pendant que j'étais à l'hôpital avant d'en parler, quoi. Tout le monde y a cru à votre envie de participer on vous écoutait en disant ouais, cause toujours, ou on vous prenait au sérieux quand vous énonciez cette idée? Je crois qu'on voulait me faire plaisir d'abord, en se disant tant qu'il pensera à ça, il ne pensera pas à ce qui lui est arrivé. Et puis c'est vrai que c'est allé assez vite quand même. En un an, j'ai réussi à obtenir toutes les autorisations de la Fédération internationale de l'automobile, de l'organisateur des 24 heures du Mans, donc de l'Automobile Club de l'Ouest, de trouver des partenaires. Votre femme vous a aidé dans cette aventure, j'imagine, aussi? Alors, elle m'a soutenu. Mais elle a tellement de choses à faire dans l'entreprise qu'elle ne s'est pas mêlée de l'organisation de ce défi-là. Mais par contre, c'est un soutien de chaque instant. Donc, Comment vous avez vécu ce qui vous est arrivé dans votre couple, en couple? Est-ce que ça a changé votre manière d'être ensemble, votre lien? Est-ce que ça l'a renforcé? Est-ce que vous êtes plus dépendant d'elle? Donc, est-ce que ça a changé vos relations? Je crois que ça a renforcé encore nos relations, qui étaient déjà assez fortes, parce que quand on mène une entreprise ensemble, on partage les bons moments, mais plus souvent les mauvais dans une entreprise. Donc on est déjà assez souvent confronté à des problèmes. Là, c'est un problème très important, c'est un problème de taille. Ça a remis en cause toute notre manière de fonctionner. Est-ce qu'elle a pris, je dirais, plus de responsabilités? Est-ce qu'elle a pris le dessus? Est-ce que les rôles se sont inversés ou non? Ça n'a rien changé dans votre organisation? Non, au niveau de l'organisation, enfin en tout cas à ce niveau-là, ça n'a rien changé. Évidemment, après dans l'organisation du quotidien, ça change énormément de choses. Parce que même si je suis toujours à la recherche d'acquérir un maximum d'autonomie dans tous les jours, alors a priori c'est fatigant pour elle, parce que chaque jour il y a toujours quelque chose de nouveau, mais en attendant, il y a des choses que je ne peux pas faire seul. Vous avez dû compter sur elle. Et je suis obligé qu'elle m'accompagne, et aussi d'avoir quelqu'un qui m'accompagne au quotidien, une aide de vie qui m'accompagne. Voilà, vous avez bien séparé les choses justement pour qu'elle ne devienne pas votre infirmière ou votre aide de vie, comme vous dites. C'était hors de question, parce que je pense que pour détruire un couple, il n'y a pas mieux. C'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Quel message êtes-vous venu transmettre aujourd'hui à travers votre témoignage? Le message, c'est surtout de se fixer des objectifs, parce que c'est extrêmement important pour avancer, et qu'une situation n'est jamais définitive, que ce soit vers le bien comme vers le mal. Et il faut vraiment profiter de ces instants-là. Et en se fixant des objectifs, on oublie bien souvent tout ce qui peut être négatif. Et ça permet d'avancer, et ça permet aussi d'avoir un pouvoir de persuasion. Et moi, je m'en suis aperçu, parce que c'est vrai que des fois, je me dis qu'il fallait être gonflé pour aller voir les patrons des 24 heures du Mans en leur disant « j'ai envie de faire les 24 heures du Mans ». Voilà. Il vous arrive encore aujourd'hui d'avoir des idées très noires?
Non. La vie l'a emporté. Oui, même s'il y a des baisses de régime, comme on peut appeler de temps en temps. Tout le monde en a quand même des baisses de régime. Alors si vous n'en avez pas... Mais moi, je regarde... Enfin, pour un pilote, c'est pas bon, mais je regarde jamais dans mes rétroviseurs, en tout cas sur ma vie. Parce qu'on ne peut pas agir sur le passé, et au moins on peut agir sur le futur, et en tout cas on peut essayer de le fabriquer qui soit le plus agréable possible. Catherine, comment vous réagissez à ces propos? Le projet, l'idée du projet, c'est sûr que c'est un vrai sujet. Sans projet, on n'avance pas. Voilà, c'est un moteur. Il y a une belle phrase de Churchill qui dit le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, seul compte le courage d'avancer. Et vous l'illustrez parfaitement. Alors, vous vous retrouvez en Aubrac. Vous arrivez avec vos enfants dans cette maison. Il vous reste a priori 3 mois à vivre. C'est ce que vous ont dit les médecins. Et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a les camions de déménagement qui déboulent. C'est quand même 2... Ah, parce que vous décidez d'aller vivre là-bas? Oui, mais parce qu'entre-temps, la dernière propriété que j'avais achetée, de Minet, le village de mes grands-parents, je l'avais vu toute ma vie. Je l'avais mis au nom de mon mari. Et il a eu la bonne idée de le vendre pendant que j'étais partie voyager en Mongolie. Donc j'ai plus de maison. Sans j'ai vous plus de demander mari, votre avis. j'ai plus de maison, j'ai plus de mari, je vais bientôt mourir, mais tout va bien. Mais tout va bien, tout va bien. J'ai encore beaucoup d'argent par mon entreprise. Alors on va pas se plaindre, hein, on a l'argent, on a les enfants, on a et les enfants sont tous à Aubrac et les camions de déménagement arrivent et moi j'ai été opérée, j'ai 60 agrafes, j'ai des béquilles et les enfants installent cette maison. Comme si c'était la leur, et font des miracles, et m'installent vraiment bien cette maison. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que la vie est redée. J'oublie totalement que je suis malade, totalement. Je prends seulement des antidépresseurs, parce que je suis très malade. Mais vous n'étiez pas en traitement? Non. Alors, j'avais surpris une conversation entre les chirurgiens et le psychiatre, qui disait que j'étais tellement mal psychologiquement qu'il fallait mieux d'abord soigner ça, et opérer au fur et à mesure qu'il y aurait une opération des métastases enlevées. Donc ça m'allait très bien. On allait faire des trous, on allait les reboucher. Et alors, de cette maison, vous en avez fait quoi? Alors, c'était ma maison. C'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe devant. Ça s'appelle l'Ermitage Himalaya. Il n'y a pas de clé. Donc les gens qui font le chemin pensent que c'est un gîte. On y rentre. Et ils arrivent dans il y a des pièces magnifiques en bas. Il y a 3 pièces. Un hôtel somptueux. C'est pas un hôtel somptueux, mais c'est tellement grand. Enfin voilà, on voit des chambres. Et je leur dis, si vous voulez dormir, choisissez une chambre. J'en avais fait 15. Au départ, il y en avait 48. Et j'ai fait 15 chambres et 15 salles de bain. Et je leur dis, installez-vous. Et puis pour dîner, vous dînerez. Il n'y a pas de choses chères, il n'y a pas de meubles. Vous voyez, tout est fait avec des matériaux. J'ai piqué les pavés sur la place parce qu'ils étaient en train de refaire la place. Est-ce que votre reconstruction a été aussi rapide que celle de votre maison? La vôtre personnelle? Ça, c'est ma salle de bain et des cailloux. De temps en temps, quand ça va vraiment mal, quand vous dites qu'on baisse de régime, moi, je me mets en maillot de bain, je ramasse tous les cailloux, je les mets dans la baignoire, je me mets dans la baignoire, je les lave et je les remets. Donc, la reconstruction, ça se fait, ça peut se faire assez rapidement. Puis après, il y a eu... Je ne suis pas morte, ni dans 3 mois, ni passé 3 mois, ni passé 1 an. Et donc, l'année suivante, ma chère voisine, qui possédait les 3 maisons du village, m'a dit, écoutez, achetez l'autre, ça va vous occuper. Donc j'ai acheté l'autre, j'ai encore mon entreprise. Et dans l'autre, j'ai fait une maison d'hôte, une vraie maison d'hôte. Et j'ai mis des chambres à des prix exorbitants pour pas qu'il y ait de clients. Et en fait, ça n'a pas marché, les clients venaient quand même. C'est dingue. Parce que, comme j'avais eu des belles maisons avant et qu'il y avait des beaux reportages dans tous les magazines, cette maison, elle est parue dans... mes maisons paraissaient dans les journaux. On a le droit de dire quel genre de clients venaient ou pas? Oui, on a le droit de donner des noms? Alors, il y a eu plusieurs sortes de gens. Il y a eu des banquiers, il y a le patron de la Banque Lazare, il y avait des industriels, il y avait des journalistes, il y avait des acteurs, il y avait Isabelle Adjani, Muriel Robin, Johnny Depp, des Américains. Johnny Depp est venu, oui. Voilà. Et même en Aubrac, comme ça, dans ce petit village. La leçon que je voulais juste vous dire, c'est que ce qui est incroyable, c'est que moi, je pensais que j'allais m'enterrer pour plus voir ces humains qui m'avaient fait du mal, parce que j'avais des trahisons, aussi des gens dans mon entreprise qui se servent de la faille quand on tombe malade.
le succès n'est pas accepté en France. Les gens n'aiment pas voir ces femmes. Il y avait une belle image d'Épinal, le beau mari, les belles entreprises, les beaux châteaux et les beaux enfants. Ça ne plaît pas. Et alors? Et alors, Et en là, fait... j'avais l'impression que j'avais une forme de revanche, c'est-à-dire que je vais pour me cacher et j'arrive à faire en sorte que les gens viennent à moi sans avoir rien fait. C'était une belle récompense. Vous avez voulu en finir en 2001, en janvier 2001. Pourquoi? Parce que je pleurais. Je crois que j'ai refait les nappes phréatiques à vie de l'Aubrac, ça c'est sûr. Sans compter celle du Square Bergson, un an avant. Je voulais en finir parce que oui, j'avais l'impression que j'avais été une bonne maman, j'avais été une bonne grand-mère, une bonne épouse, une bonne copine, une bonne tout ce qu'on veut, une bonne femme d'affaires, j'avais des prix, j'étais meilleure femme d'affaires du monde. Non, pas en ce moment-là, enfin, j'avais eu des tas de prix. Et le 21 janvier, j'ai voulu mourir de chagrin. Il faisait un temps parfait. Moins 20, des vents à 150 km/h. Et donc, j'ai 3 fenêtres dans ma chambre. J'ai tout ouvert, j'ai dit, je vais mourir dans mes beaux draps que vous avez vus là. Tranquillement, je vais prendre un tube, ça va partir. À part que, dans la nuit, j'ai reçu 14 pages de fax, parce que ma chambre était aussi un peu mon bureau, que je n'ai pas voulu voir. Je me suis dit, à cette heure-là, c'est soit le Japon, soit Los Angeles. Et j'ai repris la reste de la boîte et je me suis rendormie en pensant qu'enfin, j'allais y arriver. Et je me suis rendormie. Mais j'ai été réveillée par les femmes mongoles qui m'amenaient mon petit déjeuner, qui hurlaient tellement il faisait froid dans ma chambre. Et ce jour-là, la dernière trouvaille du bon Dieu, c'était que j'étais nommée par un jury américain, meilleure femme d'affaires du monde pour la mode. Alors j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, tu sais vraiment pas quoi faire pour me garder en vie. Hein. Alors tu as intérêt à ce qu'il se passe des trucs sympas. Et vous êtes croyante? Ah oui. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Donc, ah oui, je crois et je remercie. D'accord. Il y a des vrais dialogues avec Dieu. Alors, vous avez connu un nouveau revers de fortune lorsque la société que vous aviez fondée a déposé le bilan en 2004. Non, c'est pas ça. La société que j'ai créée a un énorme contrat de royalty avec l'Asie, avec la Corée. Et le Coréen prend sa retraite, le type avec qui j'ai signé. Et il y en a un nouveau qui dit, c'est quoi ce contrat de 2 millions de dollars qu'on envoie, c'est quoi? Et il a changé le nom de mes 127 magasins en Corée. Il a mis Catherine Pavin présente Alfonso. Du coup, ma marque ne valait plus rien. Du coup, les Japonais à côté ont dit, c'est qu'est-ce qui se passe? Et mon ex-mari, qui m'avait quitté déjà depuis 5 ans, est venu me retrouver. Moi, j'ai passé 5 mois en Corée à essayer. Je suis partie avec 3 culottes, 3 t-shirts pour 3 jours. Je suis restée 5 mois. Vous êtes partis pour quelques jours et moi, je suis restée 5 mois dans cet hôtel. L'argent ne rentrait pas. Il fallait prendre les meilleurs avocats de la Corée. Il fallait des interprètes. Il fallait payer l'hôtel. Et mon mari est arrivé. Il m'a dit, écoute, tu devrais vendre pendant que c'était encore temps. Voilà. Alors j'ai dit go my love parce que j'étais encore évidemment amoureuse. Ah, mais il était revenu dans votre vie? Ah, mais il est revenu plusieurs fois. Il repartait. Et donc à chaque fois, vous le repreniez? Bien sûr. Bon. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, les filles, faites pas ça. Et puis donc, il est reparti, et il a vendu la société. J'ai vendu la société, on a partagé l'argent et j'étais sûre qu'il allait s'acheter l'entreprise et revenir, c'est ce qu'il m'avait dit, mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Et donc votre état de santé s'est à nouveau dégradé? Du coup, je suis retournée à l'hôpital, voir, comme les malheurs n'arrivent jamais seuls, je me suis dit, je vais vérifier que tout va bien. Et je suis allée à l'hôpital, j'avais un truc à enlever, je me suis évanouie. Et là, j'avais presque 100 000 globules blancs, j'avais une leucémie. Donc j'ai encore parlé au bon Dieu, j'ai dit, il faudrait savoir ce que tu veux. Tu veux me garder en vie, tu me donnes des maladies, il faudrait être un peu raccord. Alors là, j'ai décidé de faire une cuisine à Aubrac et de rester définitivement planquée à Aubrac et de faire l'aubergiste, puisque c'est ça que la vie m'envoyait. Donc c'est ce que vous avez fait, mais vous avez quand même voulu en finir en 2013. Ah oui, parce qu'il s'est passé dans cette maison les 50 ans de Nicolas Hulot, les 60 ans d'Artus Bertrand, c'était des belles fêtes, tout ça. Et puis j'ai fait ça avec Guillaume, qui est mon 4e enfant, qui a passé 4 ans avec moi, de ses 24 ans à 28 ans. C'est une chance inouïe d'avoir un enfant avec soi au Brac. Et puis, à un moment donné, son père lui a dit, bon, tu vas pas rester chez ta mère, tu n'as qu'à aller en Chine, monter un bureau. Et Guillaume dit, maman, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, tu vas aller en Chine et moi, je vais aller vivre en Mongolie. Donc, en 2009, j'ai décidé d'aller vivre en Mongolie. Et puis, c'est pas ça que la vie m'a envoyé. La vie m'a appelée chez Jacadi et j'ai refait toute l'image de Jacadi pendant 3 ans. Et oui, on arrive en fin 2012.
Et là, je me dis, bon, tu vas faire quoi d'autre? Tu vas vouloir faire quelque chose, on va te redonner encore une maladie quelconque. Donc là, j'ai voulu, le 1er janvier 2013, en finir. J'ai cherché désespérément des médicaments. C'est pas ce que j'ai trouvé. Mais dans mon frigidaire, j'avais reçu des truffes fraîches la veille. Moi, je me suis rhabillée, je me suis fait un feu, je me suis ressorti une bouteille de bon vin. J'ai dit, non, mais la vie, c'est... Et puis, on fera ça demain. Donc, c'est une truffe qui vous a sauvé la vie? C'est 500 grammes de truffes qui m'ont sauvé la vie. Bon. Pas une, hein, presque. Ouais. Et finalement... Et le lendemain matin, bon, il y a des messages de bonne année, comme tout le monde, tous les textos qui arrivent à la queue leu, bonne année, bonne année. Et à un moment donné, j'ai quand même hyper faim. Il faut que je prenne un café. Et je me lève et je vois dans un texto que je suis promue officier de la Légion d'honneur. Voilà. Ça, c'est encore une blague. À chaque fois, il y a un truc qui... Et il y a tout le temps. Bon. Et le chagrin d'amour, c'est fini aujourd'hui? Oh, c'est un sujet qu'on ne va pas aborder. Bon, tout de suite. C'est toujours pas fini. Non, aujourd'hui, ça va... Et la santé? Dans la santé, je suis en rémission. J'ai de la chimio 2 fois par jour, mais je suis en rémission. Vous avez toujours de la chimio? Oui, 2 fois par jour. Oui, oui. Ouais. Parce que ça peut... À vie? À vie. Toujours pour le cancer de la peau? Et la leucémie, les deux. Ah, les deux? Ouais. Bon, enfin, ils se tiennent à carreau? Ils se tiennent à carreau. Vous les maintenez à distance? Et voilà, et moi j'ai des vrais projets professionnels qui stigmatisent le... Donc c'est quoi le message en fait? Quel regard vous portez sur tout ça? Alors je voudrais d'abord dire qu'on est propriétaire de rien, même quand on dit mon mari, ma maison, mon entreprise, mes cheveux, mes bijoux. Donc c'est pas vrai. Mes mains, mes bras. Donc vous vous êtes allégé de tout ça? Non, on est donc propriétaire de rien. En plus, quand on est malade et qu'on va mourir, si vraiment on y met un certain mental, on peut guérir. Et puis, une fois qu'on a tout perdu, donc plus d'entreprise, plus rien, je me suis aperçue qu'on pouvait tout reconstruire aussi. J'ai refait ça après mon premier mari, je l'ai refait avec l'Aubrac, et là encore, j'ai des projets mondiaux. C'est ça le message que je veux dire. Pas baisser les bras, jamais. Enfin, je suis désolée de dire cette phrase à côté de vous, mais moi, je pense... Mais c'est toujours les hommes qui vous rendent malade, mais vous êtes rattrapés par l'extérieur. Donc vous rebondissez grâce à tout votre entourage, mais c'est les hommes qui vous plombent en permanence. Ouais, mais il y a 2 hommes dans ma vie qui me plombent pas. C'est pas les hommes, c'est l'homme. C'est ceux que j'ai choisis, hein. Oui, mais comme si ça... Je vous ai dit tout à l'heure, non, vous n'êtes pas victime. Non, non, c'est comme si ça réactive à chaque fois. C'est l'homme qui vous abandonne, qui vous rend malade, et comme si ça réactive une blessure. Oui, mais je suis assez maligne parce que je me suis fait un homme que je me suis fabriqué, il fait 2 hommes que je me suis fabriqué toute seule, enfin toute seule à moitié. Je me suis fait mes fils. Et je peux vous dire que les 2 fils valent largement les papas. Hein. Bon, bah ça c'est parfait, mais vous avez aussi écrit un livre, je crois. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie et 5 minutes. Et donc je crois que le livre, c'est très important. C'est une manière de mettre à distance votre souffrance. Ouais. On met le récit à plat. Bien sûr, on va dire que ça a une dimension cathartique. Ouais. Mais surtout, ça fonctionne comme un tiers et c'est destiné à autrui. C'est une manière de dire, j'ai beaucoup souffert, je vais vous dire comment j'ai souffert, je lis ça à distance, je sors de ma solitude, je sors de mon silence et je vous dis comment il faut faire. Voilà. Mais je ne l'aurais pas sorti si Margot, ma 5e fille, qui l'a lu la première, ne m'avait pas dit « Maman, tu ne changes rien ». Pourquoi ça s'appelle Une vie et 5 minutes? Alors, Une vie et 5 minutes, c'est quand Johnny Depp est venu, c'était l'année de mes 60 ans. J'étais en train de faire, c'était l'année, en 2007, j'étais en train de faire des grands plaids. Ouais. Mais des plaids qui avaient des centaines de choses cousues à la main. C'était encore de l'ergothérapie. Et son secrétaire me demande en combien de temps je fais le plaid qui était dédié à Chanel. Et je dis 5 minutes. Ouais. Parce qu'en fait, je le crée en 5 minutes. Ouais. Et en voix off, j'entends One Life and 5 Minutes. Donc ça a été le titre de mon exposition à Paris, de mes tableaux, ça s'appelait toujours Une vie et 5 minutes. Et quand j'ai écrit ma vie, ma biographie, ça devait s'appeler Une vie en rose et blues, parce que je voulais faire un jeu de mots, parce que j'ai beaucoup de dérision dans mon livre aussi. Et Guillaume m'a dit, maman, c'est très réducteur, parce que tu n'as pas fait que cette affaire en rose et bleu, tu as fait d'autres choses. Et il se trouve que chez Lattès, ils aimaient beaucoup mieux Une vie et 5 minutes, qui correspond bien à mon rythme de vie. Bon, on vous renvoie en tout cas à la lecture de ce livre pour découvrir ce parcours incroyable quand même. Et toujours cette la bonne humeur, source de création, quoi. Voilà. Toujours inspiré, toujours des tas de choses à créer, que ce soit des tableaux, des tapis, des décors, des trucs incroyables, quoi. Dans ce village de 2 habitants,
Il y a eu des mois où je faisais 150 000 € dans cette boutique. Je ne sais pas si vous imaginez. Incroyable. Alors, on va revenir à l'histoire de Zora. Et donc, on vous a laissé en Algérie, où vous avez passé, combien vous m'avez dit? 20 ans. 20 ans, mariée, Partie en de 78, force, oui. Au avec village. un homme que vous n'aimiez pas, Je évidemment. suis sa 4e femme, dans un régime complètement pareil. Hein. Je suis assez... Mais les autres femmes sont en même temps? Non, répudiées à chaque fois. Et bon, elles laissent leurs enfants. Et puis, donc, moi, Vous avez eu des enfants avec lui? Oui, j'ai eu 4 enfants, dont la première qui est décédée à la naissance, erreur médicale. Et j'ai 3 filles. Donc je rame comme ça. Bon, je me rebelle quand même au début de ce mariage parce que je veux partir. Et puis une fois que j'ai la première fille aînée qui naît, je suis obligée de rester, mais je reste en sachant que je vais partir un jour. Mais je me comment résigne se pas. comporte-t-il avec vous, cet homme? C'est le régime, c'est la culture de ce pays. Une femme n'existe pas. Une femme, c'est un ventre, elle travaille, elle est soumise. Elle fait des petits, elle doit donner un héritier, un homme, et c'est tout. Et moi, je mets des chiennes au monde. On me dit que tu mets des chiennes au monde. Donc, je ne suis même pas digne d'être une femme de portée d'exister. Donc, voilà, je tiens la route. Pour mes enfants, je tiens toutes ces années pour elles. Parce que Et comment vous avez commencé à reprendre votre vie en main? Et quand elles ont grandi, et ça allait pas du tout, parce qu'après, ma vie était menacée. Déjà, où je devenais folle, où ils m'assassinaient. Donc, je basculais. Je ne savais pas ce que c'était qu'une dépression. J'étais coupée du monde, pas de journaux, interdiction de lire, interdiction de parler français. Donc, je ne savais vraiment pas à qui on peut parler à personne. Donc, mon seul remède, c'est l'écriture. J'écris en cachette, j'écris, et je parle à mes papiers tout le temps. Et puis, 99, là, oui, ma vie est en danger. En 98, là, je sens que il veut m'assassiner, me faire assassiner. Pourquoi il veut vous assassiner? Parce qu'il veut se remarier. Moi, je l'explique dans mon livre. Il est temps. Il veut de la chair fraîche, je pense. Donc, il veut une nouvelle épouse. Mais sauf que je suis encore assez potable. Donc, et l'idée qu'il divorce et que je refasse ma vie derrière, il n'est pas d'accord. Donc, le mieux, c'est de me voir morte. Voilà. Donc vous parvenez à fuir, à vous enfuir? Je parviens à fuir, ouais. Je reste une année chez mes parents en 98 en disant je ne retourne plus. Donc vous rentrez en France? Non, mes parents sont installés en Algérie. Ah d'accord. À leur retraite, ils sont à 300 mètres de la maison de mon époux. D'accord. Ouais. Donc je reste en Algérie une année. Mes enfants, ils me les enlèvent parce que c'est le deal. Mais tes enfants ne t'appartiennent pas. C'est l'histoire des femmes là-bas. Et je réussis à fuir avec la complicité de médecins, gynécologues, enfin des gens qui m'ont un peu connue là-bas, de femmes donc qui m'aident. Et j'ai réussi à fuir en 99, pensant qu'en France, je réussirai. Mes enfants, je sais qu'elles vivent le calvaire et que ma fuite, elles vont le payer elles. Mais je me dis 6 mois, j'arrive en France, je fais mes papiers et je vous récupère. Sauf que ça dure 4 ans. Parce que j'ai perdu mes droits, je n'ai plus de papier, donc je traîne 2 ans sans papier. Et voilà, il me faut 4 ans pour Vous aviez des nouvelles de vos filles pendant ces 4 ans? Oui, on s'était installé des plages horaires le soir quand il n'était pas là. On savait à quel moment on devait s'appeler, donc je les appelais, je leur envoyais de l'argent. Je me suis occupée d'elles, on ne s'est jamais quitté pendant 4 ans. Mais c'est très, très, très dur pour elles. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 4 ans? Vous avez pu... Au bout de 4 ans, je suis retournée. Et j'ai réussi à les sortir de là-bas avec l'aide de l'association de Catherine, Femmes Solidaires, que je remercie, mais vraiment, qui je dois beaucoup, qui m'a mis en contact avec une femme solidaire en Algérie, donc au consulat de France. Donc j'ai réussi, le consul a accepté de me délivrer des visas d'1 mois. Et c'est comme ça que j'ai pu les rapatrier. J'ai fait reconstruction à 40 ans, pareil, redémarrer, j'avais rien, des enfants qui ne parlaient pas français et psychologiquement détruites. Pas de diplôme parce que j'ai pas fait de longues études, donc travailler, m'occuper de mes enfants, pas d'homme parce que je veux plus, hein, c'est terminé. Alors aujourd'hui vous en êtes où? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis artiste peintre, je viens de finir mon livre, un livre qui est programmé depuis l'âge de 16 ans. Quand j'ai mis mes pieds en Algérie, ce livre était déjà... je ne savais pas comment cette histoire allait se dérouler, mais quand même... Vous aviez gardé vos papiers sur lesquels vous écriviez là-bas quand vous étiez enfermé? C'est tout ce que j'ai ramené en bagage. Ouais. Voilà, j'ai ramené que mes papiers et mon petit passeport. Donc artiste peintre, un livre et vos filles? Voilà, et mes filles, elles ont grandi, elles sont libres, heureuses, elles travaillent, elles sont épanouies. Et c'est vrai que tous les elles jours... ont pu faire des études?
Les études, elles n'ont pas pu, puisqu'elles sont arrivées 16 ans, 17 ans. L'école en France n'est pas obligatoire, donc je n'ai pas pu les rescolariser. Donc elles ont pris une vie active, elles travaillent. Et artiste peintre, vous vendez vos tableaux? Oui, j'expose à Paris, à Dreux. Voilà, pour les femmes, ouais, j'expose. Et vous portez quel regard aujourd'hui sur les épreuves que vous avez traversées pendant près de 20 ans? Ça m'a renforcée. Moi, je dirais que ça m'a beaucoup aidé de toucher le fond. Toucher le fond. Quand on remonte, on se contente de ce qu'on a, on se dit je respire, je suis en vie. Donc ce qui nous reste devant, c'est à nous. Le passé, il est passé. Voilà. Mais par contre, je pense toujours à ces femmes qui ne sont pas revenues, à ces femmes qui sont encore dans ces pays-là, hommes et enfants, à l'inceste, à la pédophilie, au viol, à tout ce qui se passe dans ces pays-là et qui n'en sont pas sortis. Donc c'est vrai, c'est de se dire il faut s'accrocher, il faut y croire. Vous vous battez pour elles aujourd'hui? Toujours. Vous avez pardonné à vos parents? Oui, j'ai pardonné à tout le monde. Récemment? Tout, non. Le jour où je suis arrivée en France, j'ai tourné la page. Parce que j'avais d'autres projets. Je pense que j'aurais avancé dans la haine, j'aurais pas été... Voilà. La haine, ça m'aurait rongé, mais j'aurais pas avancé. Donc, dans le pardon, et puis... Et sentimentalement, aujourd'hui? Sentimentalement, j'aime la vie et mes enfants. Ça me suffit largement. Yvonne? Zora a un parcours aussi intéressant de femme résiliente qui ne se soumet jamais. Donc je crois que pour sortir vainqueur d'épreuves douloureuses, il ne faut jamais rester figé dans un processus de victimisation et de plainte. Il faut garder sa révolte infantile parce que ceux qui s'en sortent sont toujours révoltés. Faire de cette révolte de la créativité. Vous avez écrit, vous créez et vous partagez. Donc gardez et sa révolte, et sa générosité, et son partage. Oui. Et là, on arrive à rebondir et à être encore plus fort malgré l'épreuve. Merci à tous d'être venus nous confier vos récits pleins d'espoir. On a pris quand même une sacrée leçon aujourd'hui grâce au parcours de chacun d'entre vous. Frédéric, j'espère vous retrouver l'année prochaine. Vous viendrez nous raconter. Hein, c'est quand les 24 heures du Mans? Les 24 heures du Mans, c'est en juin. Ouais. Je sors un livre là qui s'appelle Ma course à la vie, qui raconte un petit peu toute cette histoire. Ouais. Et j'espère bien vous accueillir aussi aux 24 heures du Mans. Moi? Pourquoi Catherine, pas. merde pour tous ces projets. Oui, merci. Hein. Et puis Zora, on espère que ça se passera bien pour vous et pour vos filles. Merci à tous, merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre chronique dans Version Féminin chaque fin de semaine. Et pour l'heure, on se retrouve dans quelques minutes pour reprendre les nouvelles de Brigitte qui avait lancé un avis de recherche pour retrouver son père et de Romain qui nous avait raconté comment il a réalisé son rêve d'enfant. Merci à Yvonne. À tout de suite. Merci beaucoup. Sur le plateau de Toute une histoire, Brigitte avait rencontré son frère Ivan pour la première fois. Il est là. Tu es prêt? Dans l'histoire continue, c'est lors de leurs toutes premières vacances ensemble que nous les avons suivis. Tu vas bien? Ça va? Je suis vraiment contente qu'on se revoie comme ça sur un lieu de vacances, c'est super. J'attendais avec impatience quand même. Ah oui. Quant à Romain, il était venu nous parler de sa passion pour les arts du cirque. J'ai appris l'acrobatie au sol, la danse, le trapèze et la corde lisse. Et ça a été vraiment la